C'est un objet jeune, donc, vu par le HST à nouveau. C'est assez caractéristique. Vous avez cette région brillante qui est en fait le flux de l'étoile, la lumière émise par l'étoile qui est derrière. Mais devant, vous avez une barre noire horizontale. Cette barre noire horizontale, en fait, c'est le disque de poussière qui nous masque le cœur de l'étoile. Et le jet vert vertical que vous voyez, c'est un flot de matière qui est donc lui perpendiculaire au plan du disque, c'est-à-dire dans l'axe de rotation du disque. Alors ça, c'est un petit schéma qui vous montre un peu comment les choses se sont passées. Alors en haut à gauche, vous avez la situation initiale. La situation initiale, c'est un nuage interstellaire relativement froid, avec des régions un peu plus denses à l'intérieur. Il y a des molécules dedans, de l'hydrogène essentiellement, et puis quelques autres molécules. Et à la faveur d'une instabilité, une partie de ce nuage va se concentrer sur lui-même et s'effondrer en un disque. C'est ce que vous avez en haut à droite. Alors ensuite, vous trouvez en bas à gauche, enfin au milieu à gauche, l'équivalent de ce que je viens de vous montrer. Alors je reviens sur la figure antérieure. Vous voyez que ce schéma, enfin vous le reconnaissez là, au milieu, ouais, je crois qu'il n'y a plus de signal. Au milieu, vous retrouvez ce disque noir qui va en s'évasant vers l'extérieur, et puis le jet central vertical. Alors, après cette phase-là, on entre dans ce qu'on appelle la phase pléthorique, c'est pour ça que je vous en ai parlé, la phase où le Soleil devient extrêmement actif, le Soleil ou l'étoile jeune devient actif et balaye le gaz autour, et les petites particules. Alors, on se retrouve dans la situation du milieu à droite, et petit à petit, donc, vous voyez que notre disque est formé. Au centre, vous avez notre jeune Soleil, ou jeune étoile, c'est pareil. Et c'est maintenant que les planètes vont se former au sein de ce disque. Là, je vais discuter un petit peu plus en détail dans les transparents qui suivent, le processus de formation des planètes. Le schéma que vous voyez en bas, c'est le résultat final, c'est-à-dire après balayage des petites particules, après collision entre les différents éléments, croissance du plus gros, vous aboutissez à une situation où vous n'avez plus que quelques planètes, et puis là, une comète est représentée aussi pour montrer que ce n'est pas un phénomène exceptionnel. Donc, voici résumé sur cette liste les grandes lignes de ce modèle de formation des planètes. On part d'un nuage protosolaire, il est en rotation rapide, il se contracte suite à une instabilité, ça se traduit par l'effondrement en un disque qui est perpendiculaire à l'axe de rotation, et au sein de ce disque, des inhomogénéités apparaissent parce que ce disque est extrêmement turbulent. À partir de là, les particules, alors ce qui est important de noter, c'est que ce sont les particules solides qui font les planètes à ce stade. C'est l'agrégation de particules solides entre elles qui vont créer de petits noyaux qui vont ensuite grossir. Comment font ces agrégats pour grossir? Eh bien, c'est par le jeu des collisions. Et là aussi, les calculs montrent que si on fait entrer en collision un certain nombre de particules, ça se traduit par une concentration des orbites dans le plan de l'écliptique. Au départ, on avait un système qui était assez bouillonnant, qui n'était pas dans le plan de l'écliptique, mais maintenant, à la fin, on se retrouve avec des objets qui tournent tous plus ou moins dans le même plan. Alors, quand les plus gros corps sont suffisamment massifs, alors ils ont un champ de gravité qui va à son tour attirer ce qui est autour. Et vous voyez que le mécanisme s'accélère et ça conduit comme ça à la croissance d'un petit nombre de très gros objets. Enfin arrive cette phase théorique dont je vous parlais qui va avoir pour effet de balayer à la fois le gaz et les petites particules et on se retrouve au bout du compte avec un système. Alors voilà une autre représentation de ce système. Vous retrouvez les étapes que je viens de décrire, avec au départ le bouillonnement initial et à l'arrivée les quelques planètes sur des orbites à peu près concentriques. Et ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que ce sont les particules solides qui font la différence. Ce sont les particules solides qui sont à l'origine de la création des noyaux qui ensuite font les planètes. Alors, petite parenthèse ici. Vous pourriez vous demander comment diable sait-on l'âge du système solaire? Comment sait-on à quelle époque le système solaire s'est formé? Alors nous disposons d'une méthode extrêmement efficace et extrêmement précise qui consiste à mesurer les éléments radioactifs qui sont présents dans la matière extraterrestre. Ce qu'on appelle la matière extraterrestre, ce sont les météorites, donc la matière qui tombe sur la Terre, qui est tombée depuis des siècles et des millénaires, et puis, beaucoup plus récemment, bien sûr, depuis les missions Apollo,
et les missions soviétiques aussi, les échantillons lunaires. Alors que fait-on? On utilise certains éléments radioactifs qui ont la propriété donc de se désintégrer d'un élément dans l'autre. Vous avez 3 exemples qui sont donnés là. Le potassium 40, K40, qui se désintègre en argon 40. Et puis vous avez 2 autres couples, le ruthénium qui se désintègre en strontium et l'uranium en plomb. Pourquoi on utilise 3 éléments comme ça? Eh bien parce qu'ils ont des durées de vie différentes. La durée de vie, c'est le temps qu'il faut à un élément pour perdre la moitié de sa masse. Vous voyez que si on mesure dans un échantillon donné, à la fois la quantité de potassium 40 et d'argon 40, s'il y a beaucoup de potassium, on dira que l'élément est jeune. Si tout est passé en argon 40, on dira qu'il est vieux. Et connaissant la période de radioactivité, on pourra en déduire l'âge du système solaire. Alors vous voyez qu'on utilise 3 couples qui ont des temps de vie différents, mais qui sont quand même assez longues, enfin très longues pour nous, et disons assez longues par rapport à l'âge du système solaire. Le premier, 1,7 milliard d'années, c'est quelque chose qui est plus petit que l'âge du système solaire, mais les 2 autres, 71 et 66 milliards d'années, ce sont bien sûr des très longues périodes. Donc, en combinant toutes ces informations, les astronomes ont conclu que l'âge du système solaire est de 4,56 milliards d'années, et c'est très précis, c'est à 10 millions d'années près. C'est l'âge que l'on trouve pour les corps parents les plus anciens des météorites, et cet âge, on le retrouve à la fois sur les échantillons lunaires et sur ces météorites. Alors, j'ai mentionné pour mémoire en bas une autre méthode de datation, parce qu'elle est utilisée aussi cette fois pour dater des choses plus récentes. C'est pour les objets qui n'ont pas d'atmosphère, on regarde les cratères. Parce qu'il y a énormément de collisions dans le système solaire. Vous l'avez compris par le mécanisme que je viens de décrire avant. Et ces collisions, s'il n'y a pas d'atmosphère, elles laissent des cratères. Et s'il n'y a pas d'atmosphère, le cratère, il restera là toute la vie. Il n'y a aucune raison qu'il soit modifié. Donc prenez une surface qui est extrêmement cratérisée, ça veut dire qu'elle est très vieille. Par contre, s'il y a très peu de cratères, ça veut dire qu'il y a eu un phénomène comme le volcanisme, par exemple, qui a remis les choses, qui a renouvelé la surface en quelque sorte. Si je prends le cas de Mars, eh bien vous avez la partie sud de Mars qui est extrêmement cratérisée, ça veut dire qu'elle est très vieille. Puis vous avez la partie nord qui est au contraire très lisse, et ça veut dire que ce sont des plaines qui ont été recouvertes par des flux volcaniques. Alors ça, c'était une parenthèse. Je reviens aux planètes elles-mêmes, et donc vous allez voir, c'est très simple. Pourquoi nous avons 2 classes de planètes dans ce scénario? Eh bien c'est tout simple. C'est parce que dans le disque, la température du disque, au moment de la formation des planètes, la température décroît bien sûr à mesure que l'on s'éloigne du Soleil. C'est toujours vrai aujourd'hui. Par ailleurs, la composition du disque est telle, c'est la composition que l'on trouve partout dans l'univers, c'est-à-dire que les éléments les plus légers sont les plus abondants, à commencer par l'hydrogène. Ensuite, c'est l'hélium. Et puis les autres éléments, ils sont fabriqués dans l'intérieur des étoiles, c'est ce qu'on appelle la nucléosynthèse. Et pour aller vite, disons qu'il faut d'autant plus d'énergie qu'on veut fabriquer un atome lourd. C'est assez logique. Donc on forme d'abord l'hydrogène, l'hydrogène se transforme en hélium, ensuite l'hélium se transforme en carbone, azote, oxygène, et puis après, si l'énergie est suffisante, on fabrique des éléments plus lourds comme le fer et des éléments encore plus lourds. Mais cela, bien sûr, il y en a très peu, parce qu'il faut énormément d'énergie pour les faire. Donc, voyons ce qui se passe quand on est près du Soleil. Si la température, alors là, il y a une erreur. J'ai marqué près du Soleil inférieur à 300 K. C'est le contraire que je voulais dire. C'est supérieur à 300 K, bien sûr. À cette température, donc supérieure à 300 K, qu'est-ce qui est sous forme solide? Vous vous rappelez, je vous ai dit que c'est la forme solide qui compte pour faire des planètes. Eh bien, les seuls éléments solides, ce sont les silicates et les métaux qui sont très lourds. Ils sont très lourds, mais peu abondants. Donc, la masse disponible pour fabriquer des planètes est relativement faible. Et c'est pour ça que les planètes telluriques ont la taille qu'elles ont et ne sont pas plus grosses. A l'inverse, si on est loin du Soleil, et là il faut que la température soit inférieure à 150-200 degrés K. À ce moment-là, les éléments, alors ce sont les molécules